Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu une épreuve difficile ou avez connu quelqu'un qui avait vécu une épreuve difficile? En quoi, pareil? Oui? Non, c'est tout professionnel ou personnel? Oui? Non? Oui? Pas mal tout le monde a vécu ça. Je fais tirer 2 verres de whisky si quelqu'un me donne un exemple de situation, vraiment une épreuve difficile. Verre de whisky, ça marche toujours. Verre de whisky. Épreuve difficile, air climatisé qui a lâché dans la salle des serveurs. Oh, Le serveur a craché. On est obligé de tout remonter ça, mais ça a pris comme 2 semaines avant de tout repartir. wow. Craché solide. Vous le méritez. Ben, Vous le méritez. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont dit oui, non, peut-être, on n'est pas sûr, on ne savait pas trop dans quelle ligne on s'en allait. Si vous avez levé la main ou vous pensez à un moment difficile, vous avez vécu ce dont on va parler aujourd'hui, la résilience. La résilience, c'est pas de pas tomber. C'est pas de subir des épreuves. C'est vraiment d'être capable de se relever, de rebondir quand on en subit une, quand on a une épreuve difficile. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui que je veux vous parler à ce niveau-là. Dans les prochaines minutes, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours, des situations comme ça, et voir un petit peu, ça c'est vraiment désagréable, désolé, une erreur, mettre ça à... Bon. Donc, dans les prochaines minutes, je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours, à regarder avec ça comment je vais vous donner des exemples de personnes, d'organisations qui ont subi des épreuves et qui s'en sont remis assez difficilement ou assez facilement dans certains cas. Je vais vous demander aussi, de regarder qu'est-ce qui forge la résilience. Comment on la construit, comment on la bâtit, que ce soit vraiment individuellement ou collectivement. Dans plusieurs cas, dans des cas comme ça, il faut être collectivement, il va falloir se regrouper. C'est probablement la meilleure solution de se regrouper parce que c'est une situation difficile. Puis pourquoi dans un monde qui évolue sans cesse, la résilience est de plus en plus importante? Ça, c'est vraiment la clé du succès. Donc, prenez une grande respiration, ouvrez votre esprit, puis laissez-moi vous amener dans un petit voyage où est-ce qu'on va parler de la résilience humaine et cyber. J'ai choisi d'avoir 2 victimes ici différentes. À gauche, le peuple britannique, en 1940, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Des exemples comme ça fonctionne comme un petit peu toujours mieux pour essayer d'illustrer quelque chose. Donc, ce peuple-là, en 1940, qui a subi des attaques, on va en parler un petit peu plus loin, et les organisations mondiales aujourd'hui qui se font attaquer à tous les jours. Ça n'arrête pas, ça cogne à la porte à tous les jours et on subit des attaques de différentes envergures. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on a quand même un parallèle entre les 2 situations. Les épreuves que ces 2 situations-là ont vécues, le peuple anglais, britannique, on parle ici, à gauche, d'une attaque continue. Le London Blitz. 60 jours de bombardement sans cesse. Comment on fait pour avoir de la résilience quand on se fait tomber une pluie de bombes sur nous de manière aussi intense? Donc, les Anglais bombardés par l'Allemagne, surtout à Londres, pendant 60 jours, mais pendant plus de 8 mois de frappe sur l'Angleterre au complet, différentes villes. Donc, on a vu le peuple britannique vraiment développer cette capacité-là de résilience. Les transports publics continuent de fonctionner, les enfants allaient à l'école, les usines continuent de tourner. Et vous allez voir que ça, c'est super important quand on veut bâtir la résilience. Il faut être capable de poursuivre les activités quand même. Donc ça, c'est une résilience collective, structurée, puis inspirée. Inspirée, pourquoi? Vous avez tous entendu les discours enflammés de Winston Churchill. Je pense que ça résonne encore aujourd'hui. On les utilise à tort et à travers dans plusieurs situations, mais ces discours-là étaient quand même assez intéressants. Et un autre point que je vais amener aussi, c'est le peuple britannique, il s'est levé. Le gouvernement avait empêché, interdit l'accès aux souterrains du métro
Puis les Britanniques, se faisant bombarder tous les jours, se sont dit, ça serait le fun de pouvoir aller se cacher là, me semble. Donc, on va essayer d'y aller, mais le gouvernement ne voulait pas. La raison, c'est pas grave. On voit que le peuple britannique s'est vraiment levé et ont manifesté. Ils sont allés dans la rue, ont fait des manifestations, sont allés vraiment se localiser dans un hôtel de luxe de Londres. Ils ont monopolisé l'hôtel en guise de manifestation. Puis ça a fait que le gouvernement a viré de bord et ils ont décidé de laisser l'accès libre au peuple britannique pour aller se cacher dans les souterrains du métro. Ça paraît banal, mais c'est le début de la résilience qui a commencé du peuple britannique parce qu'ils ont commencé à avoir une vie, un semblant de vie. Aujourd'hui, ce sont nos systèmes numériques qui sont attaqués. Puis, pensons aux attaques sur les infrastructures du Costa Rica. À droite, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça, en 2022. 2 groupes criminalisés russes qui ont décidé d'attaquer le Costa Rica. Ces 2 groupes-là, un se nomme Conti, a décidé de frapper pour tester sa capacité à paralyser un État, un pays. Petit défi, petit challenge qu'on se lance le lundi matin. On attaque, puis les ministères commencent à tomber, les services commencent à tomber. Imaginez ça, des attaques qui ont duré plus de 2 mois. Imaginez aujourd'hui si ça l'arrivait au Québec. Le Costa Rica et le Québec, en termes de comparaison, 5 millions d'habitants au Costa Rica, 9 millions au Québec, c'est pas mal semblable. Les ministères, on a à peu près la même chose. Donc, imaginez un groupe russe qui décide de se réveiller un matin et qui nous attaque. Les citoyens costariciens, qu'on dit, disaient, écoute, pas accès à leur rapport d'impôt, pas accès, les douanes étaient bloquées, le système de santé tournait au ralenti. Imaginez la même chose au Québec. Qu'est-ce qui se produit? Plus accès à vos rapports d'impôt, les retours d'impôt, c'est le fun quand on les a. Pas accès à la RAMQ, peut-être que le système de santé devient paralysé. Pas d'Hydro-Québec. Ça nous est déjà arrivé, pensez à des épisodes de résilience très forts. Pour ceux qui sont plus vieux, crise du verglas, exactement. Plus récemment, on n'en parlera pas, mais il y a une période d'à peu près 2-3 ans qu'on a tous tombé sur le halt. Mais c'est ça. Donc, les citoyens n'avaient plus accès à ça. C'est triste, mais quand on regarde ça, le Costa Rica, ça a été 27 ministères qui ont été frappés pendant 2 mois. Ça paraît loin comme attaque, parce que c'est au Costa Rica, mais je peux vous dire qu'il y a des gens dans la salle, puis moi-même, j'ai participé à des réponses aux incidents ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, puis c'était peut-être pas d'une aussi grande envergure avec 27 ministères, mais il y a quand même certaines organisations qui ont été touchées aussi durement à ce niveau-là. Donc, ça prend quand même, à ce moment-là, ce qui a permis au Costa Rica de se relever. Ils étaient dépassés complètement. C'était trop gros pour eux. Il a fallu qu'ils fassent appel à des alliés à ce moment-là. Par des ententes déjà préalables, il faut savoir que le Costa Rica n'a pas d'armée. Donc, par des ententes préalables, ils ont eu l'aide des Américains et des Israéliens qui sont allés les aider. Tout ça a permis d'arriver à une fin, puis ils s'en sont sortis. Les solutions pour s'en sortir, à l'époque, on se rappelle, tous les pays qui sont impliqués dans la guerre ont pratiquement tous une armée. Ce n'est pas comme le Costa Rica, ils ont tous une armée, ils ont tous des soldats. Ils ont tous des chars d'assaut, des avions, des bateaux. Donc, ils sont capables de se défendre, c'est pas mal à armes égales, si on veut, à part le nombre, la supériorité, qui du côté peut-être de l'ennemi était plus grand. Mais on voit qu'il y a quand même une capacité à se défendre. Du côté des attaques, des cyberattaques, les organisations ont pas mal toutes leur petite armée. Les EDR, les Next Gen Firewall, les WAF, les authentifications multiples. On a tout ça, ça va super bien. Malgré qu'on est probablement dépassé en nombre encore une fois, parce que les attaquants, il y en a partout, puis ils attaquent n'importe qui, n'importe quand, puis on ne le sait pas. Donc, encore une fois, on est pas mal dans une comparaison qui se ressemble. À l'époque, les Anglais avaient développé, dans les années précédentes, ils avaient développé un système de radar qui s'appelle le Chain Home. C'est plus de 40 antennes qui avaient été déployées le long du littoral britannique et qui a permis aux Anglais de détecter les avions dès qu'ils arrivaient, bien avant qu'ils arrivent,
permettant d'envoyer des escadrons pour aller justement combattre, puis détecter plus rapidement, puis essayer de limiter les impacts que ces bombardements-là faisaient. Donc, vous voyez que la résilience, elle part de plusieurs places. On part des gens dans le métro, on part des gens qui ont de la protection. Donc, ça s'agit, ça se réalise à plusieurs niveaux en ce sens. Donc, effectivement, c'est un avantage quand même assez stratégique, le réseau britannique Chain Home, qui a permis vraiment d'avoir un avantage stratégique décisif sur l'ennemi. Aujourd'hui, cet avantage-là s'appelle MXDR, MDR, appelez-le comme vous voulez, le SOC, SOC as a Service, en autant que vous ayez quelque chose qui monitore, puis qui va être capable de vous donner la même chose que ce qu'on a eu avec les antennes. Détecter à l'avance, être capable de riposter le plus rapidement possible. Donc, gardez ça en tête. On va regarder ce que ça donne un SOC. Un SOC avec MDR, SOC de bout en bout. Donc, c'est une solution d'attaque, une solution unique qui bloque tous les vecteurs d'attaque qu'on connaît. Tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les EDR, les Next-Gen Firewall, donc tout ça est là. Donc, le cloud, le réseau, le email, les solutions de sécurité, le endpoint, les portables, l'IoT, le OT, les identités. Tout ça doit être monitoré et on rapatrie les alertes, tout comme le faisait Chain Home. On rapatrie ça dans un centre. Puis avec ça, on est capable surtout de prévenir, surveiller, détecter, enquêter, investiguer, mais surtout à la fin, on veut répondre. On veut envoyer une réponse pour justement bloquer et terminer l'attaque. Donc ça va être déterminant aussi dans votre résilience quand vous allez bâtir votre stratégie. Dans les autres outils qui peuvent servir, le renseignement. Le renseignement, ça a été quelque chose de déterminant aussi dans la Deuxième Guerre mondiale. On parle de 3 organisations principalement, MI6, MI5, SOE, donc les opérations spéciales, Special Operations. Ces 3 organisations-là ont permis quand même aux Britanniques d'aller chercher de l'information. Ils opéraient à l'interne, ils opéraient aussi à l'étranger avec des agents infiltrés, puis ils effectuaient des opérations spéciales. De l'autre côté, on a besoin de ce genre de renseignements aussi. Chez nous, ce qu'on offre, c'est Threat Cloud AI, qui nous permet de collecter jusqu'à 200 sources différentes d'IOC, toutes les collecter ensemble, s'assurer que les bonnes adresses IP sont connues, les adresses malicieuses, les noms de domaine malicieux sont toutes répertoriés pour pouvoir prendre des actions rapides avec le MDR. Le groupe CPR, Checkpoint Research, qui est notre groupe de recherche. 200 chercheurs qui sont dédiés à traquer les malwares, traquer les nouveaux groupes malicieux, puis s'assurer que cette information-là est envoyée. On est capable de savoir un petit peu quel groupe, ça paraît drôle, mais quel groupe est gentil ou trustable. Donc, quand il dit donnez-nous une rançon, on vous demande une rançon, quand vous allez la payer, est-ce qu'ils vont vous donner la clé? Est-ce qu'ils vont vous donner les données? Est-ce qu'ils vont les éliminer? Donc, on est capable de savoir ça avec ce groupe-là, d'avoir un petit peu un profil des attaquants. Un autre groupe aussi intéressant, CPIRT, c'est le Checkpoint Incident Response Team, dont je fais partie. C'est vraiment eux qui répondent aux incidents. Vous avez un incident de sécurité, on a une ligne 1-800, 24/24, que vous soyez client ou non. Vous appelez, la première heure est gratuite, on va vous aider, on va collecter de l'information, on va vous donner déjà des recommandations sur comment contenir, puis quoi faire. Ensuite de ça, on va vous envoyer un scope of work qui va détailler les choses que vous devez faire pour remédier à la situation, puis avec le nombre d'heures requises, avec un prix bien entendu, mais si vous décidez d'aller de l'avant avec ça, vous signez le papier et on commence tout de suite. C'est une des réactions les plus rapides de l'industrie. Et finalement, Cyberint, qui est une nouvelle acquisition chez nous, tout comme on avait les 3 unités de renseignement britanniques, Cyberint nous permet d'aller chercher dans le dark web, nous permet d'aller chercher sur les réseaux sociaux, nous permet d'aller chercher vraiment de l'information sur les VIP de vos organisations, des données sur votre organisation privée, sensible, puis cette information-là, elle est à l'externe.
Donc, ça c'est super important pour nous aussi, savoir s'il n'y a pas une attaque qui est en train de se préparer ou une attaque de plus grande envergure qui pourrait se déclarer. Donc, ça, c'est super important. Le renseignement a été, encore une fois, un avantage important dans la guerre et ça serait un avantage aussi important pour vous. Donc, soit que vous le faites à l'interne ou, mais généralement, c'est le genre de choses qu'on ne développe pas nécessairement à l'interne des organisations. On fait appel à des alliés, des partenaires qui vont vous aider, qui vont vous appuyer en ce sens. Donc, la résilience face aux destructions massives, aux pertes humaines, à l'angoisse quotidienne, les Britanniques ont fait preuve d'une résilience remarquable. On s'entend, 60 jours se fait bombarder, 8 mois complètement dans toute l'Angleterre. Pas sûr qu'on aurait tout toffé là-dessus, mais ils ont fait preuve d'une résilience remarquable, continuité dans la vie quotidienne, l'esprit de communauté, on l'a vu tout à l'heure, ils se sont levés tous ensemble, ils ont demandé l'accès au métro pour pouvoir se protéger. Donc les citoyens s'organisaient dans leurs abris, les quartiers, les hôpitaux. Puis, le leadership inspirant aussi qu'on parlait tout à l'heure, qui est super intéressant. Mais un point vraiment déterminant, la reconstruction rapide. On s'entend quand tu te fais bombarder de même à tous les soirs, les feux se déclaraient. Si tu laisses partir ça, ça part, puis là, ça va raser la ville. Donc, les pompiers, je peux vous dire qu'à chaque soir, ils étaient occupés, puis c'était sans cesse. Les organisations doivent faire la même chose. Quand il y a une attaque, il va y avoir une équipe qui va devoir commencer à surveiller ce qui se passe, une équipe qui va remonter, une équipe qui va faire l'investigation. Donc, ça prend tout ça pour être capable de remonter le plus rapidement possible et surtout de la manière la plus efficace possible. Quand vous êtes victime d'une attaque comme ça, informatique, il y a deux choix qui se posent à vous. C'est soit que vous nettoyez tout ce qui a été compromis, si vous êtes capable, puis vous reprenez votre vie, ou on reconstruit complètement, puis on s'entend qu'entre les deux, il y a un prix, il y a un délai, il y a un temps. Donc, c'est vraiment important. Cette période-là, qui est charnière, que j'ai observée dans plusieurs cas de réponse aux incidents, c'est vraiment important de prendre la bonne décision parce que ça pourrait faire la différence en temps et en argent. Ça pourrait devenir très coûteux. Puis encore plus, si on continue de prendre des mauvaises décisions, lors de la reconstruction, j'ai vu ça à quelques reprises, où est-ce que l'Active Directory est compromis, on va en remonter un. C'est parce qu'on avait oublié qu'il y avait un système de comptabilité qui était basé sur les identifiants qui sont les CID qui sont dans l'Active Directory, donc ça vient un petit peu difficile de remonter ça après. Le micmac, remonter l'Active Directory, ça a été super facile. Reconnecter après ça avec les systèmes d'identité, pratiquement infaisable. Donc là, il faut que tu fasses du macramé. Donc, reconstruction rapide, stratégique. Donc, cette résilience-là, c'est là qu'on dit qu'il faut être préparé. C'est ce que les Britanniques avaient fait. Ils étaient préparés. D'ailleurs, au niveau de la résilience, l'armée et le peuple britannique, il y a des choses là, qui peuvent paraître banales parfois. Churchill, dans un certain élan d'encouragement, avait vu que les bombardements commençaient à arriver proche de la basilique cathédrale Saint-Paul, qui était un signe fort chez les Britanniques. Et il avait appelé le chef des pompiers et il avait dit « Je ne veux pas que la basilique tombe, il faut que tu fasses tout pour la protéger. » Ce petit signe-là qui a fait que la cathédrale n'a jamais été démolie, n'a jamais été bombardée, c'est peut-être un coup de chance, mais ça a fait que ça a permis à la résilience de continuer. Je vous parle de ça parce que dans certains cas de réponse aux incidents, il y a des petites victoires comme ça qu'on est capable d'aller chercher. J'ai vu des situations, moi, où est-ce que employés, consultants externes et tout ça en venaient parfois même proche des coûts. Donc, la tension monte très, très haute et ça peut arriver que les réactions soient surprenantes parfois. Donc, c'est important d'avoir un leadership inspirant qui va s'occuper de ça aussi. C'est beau la technologie, mais il faut s'occuper de l'équipe aussi. Ça met tout le monde à rude épreuve. Donc, les ciseaux, les organisations et le peuple, on s'entend que quand on attaque les organisations de la santé, oui, ça fait mal à l'organisation de santé, mais ça fait mal aux clients, aux gens qui étaient supposés d'avoir des opérations et tout ça. Donc, c'est important aussi que la résilience s'installe aussi à ce niveau-là.
Les défis qu'on a dans l'industrie, c'est les mêmes, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais c'est important dans un programme de résilience. L'augmentation des attaques en nombre, en complexité. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de décortiquer une attaque complexe puis savoir par où c'est commencé, par où c'est rentré, qu'est-ce qu'il faut faire, ça va être quoi la stratégie qu'il va falloir mettre en place pour rebâtir. Donc, l'augmentation des attaques, un point principal. Le manque de main-d'œuvre et d'expertise, les compétences. On a tous cru à un certain moment donné qu'on était bon et qu'on était capable de contrôler à peu près tout, mais je peux vous dire qu'il y en a tout le temps un qui est plus fort. Fait que ça, on n'aura pas le choix, il va falloir s'allier avec des externes, des partenaires ou autres. Et finalement, l'adoption et l'intégration des produits, on s'entend, ça va tellement vite. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu dans les dernières années? On a eu le cloud qui est arrivé, on a l'AI qui arrive, ça n'arrête pas, puis ça va à une vitesse grand V. Donc, d'être capable de suivre cette vague-là avec nos ressources pour se bâtir un plan de résilience, il faut tout le temps inclure ça aussi dans notre planification. Donc, s'entourer d'alliés, de bons partenaires ayant déjà vécu des situations semblables, ça, c'est une des clés du succès. Quelqu'un qui n'a jamais vécu le baptême du feu va avoir bien de la misère à réagir quand ça va commencer à tirer. La même chose vaut pour les attaques informatiques. Quelqu'un qui n'a jamais vu comment ça se fait, il peut vous faire des choses que vous allez être surpris de voir comment est-ce que les gens réagissent. Un exemple que je peux vous donner là-dedans, généralement, quand une attaque ransomware arrive, l'attaquant va toujours vous donner un lien. Ce lien-là, c'est le lien pour tomber dans le chat room avec le threat actor, l'attaquant. Mais moi, j'ai vu des gens prendre ce lien-là, le mettre dans VirusTotal pour aller voir c'était quoi, puis si c'était malicieux. À partir du moment qu'il l'a mis dans VirusTotal, l'attaquant sait qu'il y a quelqu'un qui a activé le lien. Il voit c'est quelle adresse IP, il fait le lien, il va voir la compagnie, combien il y a de revenus, et là, la rançon commence à augmenter. Donc, c'est vraiment délicat. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans des situations de même. C'est pour ça que la main-d'œuvre qualifiée, c'est super important. Les résultats, avec une préparation adéquate, avec une proactivité, avec une stratégie établie, ça vous donne ce qu'il y a à gauche. C'est à partir de quoi ce grand débarquement-là? C'est à partir de la résilience. C'est à partir des antennes. C'est à partir du leadership inspirant. Ça a permis de rassembler des alliés en nombre suffisant et supérieur pour aller enfin battre l'ennemi puis le limiter dans ses attaques, dans ses avances. La même chose, vous pouvez faire appel à vos alliés, vos partenaires. Les services IGS dont je fais partie chez Checkpoint, c'est à ça que ça sert. C'est des services professionnels, c'est des services gérés qui sont là vraiment pour vous aider et vous appuyer dans votre stratégie. C'est plus de 600 experts directs en sécurité, 150 spécialistes en recherche, 150 formateurs certifiés. Et ça, je vous parle de ça, c'est pas seulement qu'en Checkpoint. On est le seul département chez Checkpoint qui fait autre chose aussi que du Checkpoint. On peut faire du Palo, on peut faire du Fortinet, on peut faire du Cisco, on peut faire plusieurs autres produits aussi, que ce soit du WAF. Donc, c'est le fun de savoir qu'il y a une organisation qui peut vous aider. 24/7, on est disponible pour vous aider là-dessus, puis c'est à travers la planète. Donc, les services mondiaux IGS, Infinity Global Services, c'est ça que ça représente chez Checkpoint. Ce n'est pas des produits, c'est vraiment au niveau service. Et parmi les services qu'on offre, il y a 5 piliers qui offrent plus de 40 services différents. Dans ces piliers-là, stratégie et risque, il y en a plusieurs, je ne les nommerai pas tous. Si jamais il y a quelque chose, vous pourrez venir me voir au kiosque ou me contacter n'importe quand, ça va me faire plaisir de vous expliquer. Mais la stratégie et le risque, dont les VCISO, les services professionnels, vraiment pour augmenter votre capacité en termes de ressources. Des programmes de formation, on forme vos ressources, autant au niveau client que partenaire. On travaille avec un réseau de partenaires assez grand, donc on est en mesure de former vos gens. Au niveau de l'équipe de réponse aux incidents, on a cette équipe-là, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Première heure gratuite. Après ça, si vous signez, on embarque avec vous. On a une équipe qui travaille 24 heures sur 24 à résoudre ce cas-là. Donc, on a plusieurs équipes qui travaillent dans 3 régions principales. Donc, c'est facile pour nous de travailler 24 heures sur 24 à résoudre votre situation. Principalement, ce qu'on fait là-dedans, Forensic Containment.
tout ce qui est reconstruction, si vous avez à rebâtir des serveurs et tout ça, ça va aller plus dans la branche Managed Security. À ce moment-là, eux autres, avec les services professionnels, on va être en mesure de réinstaller des serveurs, de la réseautique, que ce soit de la réseautique Cisco, on pourrait même aller jusque-là et vous aider là-dedans. Donc, ça vous donne vraiment, dans le cas d'une catastrophe, d'un traumatisme majeur, ça vous donne un allié quand même de force pour vous aider et vous appuyer dans ce sens-là. Les avantages, comme je le disais, fournisseur neutre, rapide. On offre des preuves de concept gratuites aussi dans certains cas pour certains produits qu'on peut vous aider à déployer pour les tester puis vous assurer que ça fonctionne bien. Et on fait tout ça en projet sur mesure aussi. Donc, vraiment pour vous aider à ce niveau-là. À retenir, la résilience, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un super pouvoir, c'est vraiment une capacité humaine et personnelle. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Il faut aller chercher vraiment le meilleur de chacune de vos ressources à l'interne pour être capable d'affronter ces situations-là difficiles. Quand ce n'est pas suffisant à l'interne, vous pouvez vraiment aller à l'externe. Vous avez maintenant des connaissances d'organismes qui peuvent venir vous aider à ce niveau-là. La résilience, elle se construit dans les décisions du quotidien. Tout ce qu'on fait, ça va aider à bâtir cette résilience-là. J'en ai parlé tout à l'heure, on parlait du métro, on parlait de la cathédrale, on parlait du réseau d'antennes qui permettait de vraiment protéger et détecter à l'avance. Donc tout ça, ça se décide dans une stratégie par des décisions au quotidien. Puis surtout, ça nécessite un leadership inspirant. La personne qui lead dans ces situations-là, c'est votre général. C'est lui qui va dire on prend cette direction-là, ou on prend cette direction-là, puis on la suit. Mais assurément que ça va prendre l'implication de tout le monde qui suit en arrière. Et ça, c'est une chose aussi, c'est un point important à surveiller, parce que souvent, ce qui va se passer dans des situations comme ça, c'est que les décisions que le général va prendre, ça va venir à l'encontre de ce qui s'était fait dire il y a quelques mois par ses propres employés, ou ça va être exactement ce qui s'était fait dire par les propres employés, alors que là, il y a un consultant externe qui débarque et lui dit exactement la même chose, puis il l'écoute. C'est sûr qu'il faut faire la part des choses. Dans des situations critiques, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, on prend des décisions, mais ça va arriver, ces situations-là. Donc, ça va être important de considérer tout ça. Pour conclure, souvenez-vous qu'un incident de cybersécurité, ce n'est pas une fin. C'est une épreuve qui va nous donner une opportunité d'en sortir plus fort. Tous les incidents que j'ai faits, avant de joindre chez Checkpoint, j'en ai fait au-dessus de 30 dans les 4 dernières années. Puis, à chaque fois, on se disait tout le temps, au début, on riait à la blague, on disait les ciseaux, c'est des sièges éjectables. J'ai pas vu un ciseau qui a perdu sa job. Au contraire, il y en a même qui ont eu des promotions. Comment on fait pour avoir une promotion alors qu'il y a eu une épreuve difficile comme ça? Bien, c'est souvent parce qu'il y a eu un leadership inspirant. Ils ont pris les bonnes décisions et ils ont rétabli l'entreprise dans des délais les plus brefs avec les coûts les plus bas possibles. Donc, restons prêts, restons vigilants et surtout, restons résilients. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger avec nous. Je vais être disponible ici ou à notre kiosque. Sur ce, merci et bonne journée.